et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Janvier Ninina Hazgu. Et Steven Yungekwa sur la mise en onde et Mélanie Vasumba pour la prise d'image. Bienvenue chers auditeurs au magazine Humura Burundi de ce mercredi 23 décembre 2020 et passons immédiatement au titre du magazine. Une profanation des vestiges des Banyamulenge à Gatumba qui succède au vol de la croix au mausolée des élèves Tutsi brûlés vifs à Kibimba. Le PAM déplore la flambée des prix des produits alimentaires qui exacerbe la mauvaise situation financière des citoyens burundais. Enfin, le ministère du Commerce et du Transport met en garde les spéculateurs pendant les fêtes de fin d'année. Le développement des titres, c'est dans quelques instants. Encore une fois, bienvenue page sécuritaire. D'abord, un corps sans vie d'un homme a été découvert le matin de ce mercredi en province Rumongue. Le cadavre a été découvert au quartier Wilimba de la ville de Rumongue. Selon les témoins, le corps de la victime présentait des traces de bastonnade. La police à Rumongue dit que les informations à sa disposition véhicule que le défunt serait originaire de Mousséni en province Bubanza. Il serait récemment installé dans la ville de Rumongue. Pour le moment, ces suspects ont été arrêtés pour des raisons d'enquête. Les écriteaux qui se trouvaient sur la tombe des réfugiés Banyamulenge massacrés à Gatumba en 2004 ont été effacés il y a quelques jours. Les habitants proches de la localité affirment que l'auteur de cet acte est le chef de la zone Gatumba entouré par un groupe des Imbonerakure. Emmanuel Niungeko nous fait le point. La clôture de la tombe des 166 réfugiés Banyamulenge massacrés le 16 août 2004 se trouve sur la deuxième transversale de la zone Gatumba en commune Mutimbuzi de la province Bujumbura. C'est à quelques mètres du 111e bataillon du camp Gatumba sur la route menant vers la colline Vugizo. Les habitants proches de la tombe de ces Banyamulenge affirment avoir vu il y a quelques jours Hussein Nhahetwa, le chef de la zone Gatumba, accompagné par un groupe d'individus principalement des Imbonerakure. Ces derniers sont entrés à l'intérieur de cette clôture munis de peintures. Entre-temps, avant l'effacement de ces écriteaux, les mêmes habitants font savoir que le chef de la zone Gatumba avait juré que cette tombe doit obligatoirement être détruite. Nous avons vu venir le chef de la zone Gatumba accompagné de plusieurs Imbonerakure et autres autorités que nous n'avons pas pu identifier. Ils se munissaient d'une peinture de couleur bleue et se sont mis à effacer les écriteaux sur la tombe tout en disant que bientôt cette tombe sera détruite et par la suite renvoyer le reste des Banyamulenge au Congo et ainsi éviter que le site soit mémoratif. Le chef de la zone Gatumba aurait même intimé l'ordre aux Imbonerakure de surveiller quiconque viendrait faire un recueillement sur la tombe de ces réfugiés Banyamulenge. À ce propos, la rédaction de la RPA a contacté Hussein Nhahetwa, le chef de la zone Gatumba. Ce dernier nous a répondu avec des injures peu recommandables pour être diffusées à la radio. Merci à Emmanuel Niungeko. La profanation des vestiges et des réfugiés Banyamulenge massacrés à Gatumba vient s'ajouter au vol de la croix qui se trouvait sur le mausolée des élèves Tutsi brûlés vifs à Kibimba en 1993. Les habitants de Kiwiwu, où a été érigé le mémorial, disent qu'ils ont constaté ce vol au cours de ce mois de décembre. Trésor Niongabo nous en dit plus. Il s'agit de l'une des deux croix qui avait été érigée au mausolée de plus de 150 élèves Tutsi du lycée de Kiwimba, brûlés vifs dans la foulée après l'assassinat du président Melchior Ndadaye le 21 octobre 1993. Les informations fournies par la population de Kiwiwu dans la commune Giheta en province de Gitega indiquent que cette croix était en métal et qu'elle était facilement déplaçable. Ces informations indiquent également que cette croix a été volée au cours de ce mois de décembre
mort par des personnes jusque-là inconnues. Nombreux sont ceux qui sont convaincus qu'il existe un lien étroit entre le vol de cette croix et l'interdiction cette année de la commémoration du massacre des élèves Tutsi du lycée de Kibimba par les autorités administratives de la commune Giheta et de la province Gitega. Une première interdiction après 26 ans que les associations de défense des victimes et les parents de ces élèves tués se rassemblent chaque année au mémorial de Kwibobo pour rendre hommage aux disparus. Les associations de défense des victimes Tutsi se sont inscrites en faux contre cette mesure qu'elles ont qualifiée de négationnisme du génocide perpétré contre les élèves du lycée de Kibimba. Trésor Nyongabo, l'organisation à ces génocides condamne ces profanations des vestiges des Banyamulenge. Autant elle condamne la profanation contre le mausolée de Kwibobo où reposent les jeunes élèves Tutsi brûlés vifs en 1993 et craint qu'il ne s'agisse d'actes coordonnés visant à effacer tous les vestiges des crimes commis au Burundi. Emmanuel Nkurunziza représente à ces génocides Chirimoso au Canada. Ça relève d'abord d'un crime haineux qui, indépendamment de la série d'actes ignobles à laquelle ça appartient, suscite l'indignation de tout être humain et pris d'un minimum donc de morale. Ayant donc condamné cet acte, nous ne pouvions pas ne pas l'associer aux autres actes similaires qui avaient eu lieu, notamment il y a quelques 2 semaines, plus précisément à Kwibobo en province Gitega, quand justement membres de la milice locale du parti au pouvoir de l'organisation qui a commis le génocide, le CNDD-FDD, ont profané le mausolée de Kwibobo où reposent les élèves Tutsi brûlés vifs par les miliciens du Frodebu le 21 octobre 1993. Nous constatons donc que ça ne peut pas constituer des actes isolé, ça relève visiblement d'une campagne coordonnée. Nous nous interrogeons d'ailleurs si cela ne présage pas à la poursuite de destruction d'autres vestiges des crimes qu'a commis le Frodebu, le père géniteur de cette organisation terroriste et génocidaire CNDD-FDD. L'organisation à ces génocides Chirimoso demande aux Nations Unies de traduire en justice les auteurs des actes commis au Burundi tout en déplorant la complicité de la Commission Vérité et Réconciliation qui n'a pas encore condamné ces actes de profanation de ces vestiges. Encore une fois, Emmanuel Nkurunziza. Nous demandons à l'Organisation des Nations Unies de mettre en application les recommandations du rapport de la commission d'enquête qu'elle a mise sur pied, notamment l'article 496 de ce rapport qui prévoyait justement le tribunal pénal pour le Burundi. Pour ce qui est de Banyamulenge à Gatumba, c'est le même constat de désolation à Gatumba. L'acte ignoble a été gaillardement revendiqué par les auteurs. Le porte-parole du Palipoto FNL avait dit bel et bien que c'est le Palipoto FNL qui avait perpétré cet acte. S'il y a une autre demande à faire, ça ne peut pas être adressé aux auteurs de cet acte. Je parle aux détenteurs du pouvoir au Burundi. Tout le monde s'attend à ce que tôt ou tard, ces auteurs qui ont incité, qui ont commandé de tels actes soient traduits en justice. Et enfin, il y a d'autres acteurs qui sont en première ligne pour condamner les actes haineux, que cela se passe et que la sévère garde en silence si assourdissant ne fait que prouver encore une fois que c'est un acte finalement qui rentre dans la ligne directe de ce que l'organisation au pouvoir cherche à tout prix à intensifier les crimes commis contre une composante de la population. Emmanuel Nkurunziza représente à ces génocides Chirimoso au Canada. Dans quelques instants, on aborde la page santé. RPA reste solidaire avec les journalistes du groupe de presse Iwachu, Agnès Ndirubusa, Christine Kamikazi, Terence Modenzi et Egide Haririmana en détention depuis le 22 octobre 2019. Ils ne sont victimes que de leur métier de journaliste.
Il s'observe de la négligence dans l'activité de dépistage de la Covid-19 sur certaines frontières au Burundi. Certains voyageurs entrent sans faire le test de dépistage, surtout sur la frontière Louwa en province Chibitoke, ce qui est contraire aux mesures prises par le ministère de la Santé publique. Droits de l'homme, dans notre série de reportages consacrés aux enquêtes menées par la RPA sur les terres de Nyabugete. Aujourd'hui, nous allons vous parler du contenu du rapport d'une commission mise en place en 2018 pour contribuer à donner des solutions durables sur le vrai statut des terres de Nyabugete. Se basant sur le passé, cette commission avait conclu que ces terres de Nyabugete appartenaient à la population. Certains des événements du passé sur lesquels la commission de 2018 s'est basée avec éloge divin Remes. Le rapport de 2018 de la Commission du ministère des Travaux publics et de l'aménagement du territoire, qui a été consulté par la Commission de 2019, indique que les terres de Nyabugete étaient situées dans l'ancienne chefferie d'Okabedzi en 1930. Selon la Commission de 2018, la tradition orale avait avancé que dans la chefferie d'Okabedzi, qui s'étendait au niveau du sud de la RN3, se trouvaient des forêts inoccupées. En 1945, durant la colonisation belge, ceux qui avaient obtenu les terres ont été obligés de cultiver le coton. Après 2 ans, un grec du nom de Tsakonas Dimitri a fait une requête d'un terrain de 5 hectares pour qu'il exploite. Cette requête avait poussé le gouverneur résident du Rwanda au Burundi à demander des enquêtes qui parleraient des répartitions exactes de la chefferie d'Okabedzi où figurait également le quartier Kizingwe Nyabugete actuel. Les enquêteurs désignés par le gouverneur étaient au nombre de 6, en l'occurrence 4 agents territoriaux principaux, le chef investi d'Okabedzi, Kisage Hubert, ainsi que le sous-chef investi de Rudziba, le nommé Bayaga. L'enquête s'est soldée par des précisions quant aux superficies appartenant à la population. Et l'enquête a précisé que le domaine public s'étendait sur 162 hectares seulement, sur 40 000 hectares que mesurait toute la chefferie d'Okabedzi. Autre chose, la commission de 2018 parlait d'une erreur commise par la Commission nationale foncière qui avait affirmé la domanialité des terres de Nyabugete. La commission de 2018 a dit que cette erreur résidait dans le fait que cette institution étatique s'était basée sur le décret présidentiel datant de 1992, lequel parlait de la délimitation du périmètre urbain en ignorant les enquêtes de 1947. Ce décret suivait la requête du gouvernement en place qui demandait l'abandon de l'extension de la partie nord du cimetière de Nyabaranda et l'extension d'un autre site au sud de la rivière Kizingwe dans les terrains dits domaniaux. Par cette requête, la Commission nationale foncière avait déduit que toutes les terres étaient donc domaniales. La commission de 2018 a, par conséquent, fait la nuance entre l'extension du périmètre urbain par l'État et la domanialité des terres prises en considération dans cette extension. La commission mise en place en 2018 a donc reconnu que les terres de Nyabugete appartiennent bel et bien à la population. Merci à Éloge Divin Remecha. Dans notre série de reportages sur la cession illégale des sites de l'ETB au profit d'un privé, aujourd'hui, nous vous ferons part d'un cri d'alarme lancé au président de la République par le syndicat Citrate réunissant le personnel de l'ETB. Josiane Mouzanez. Monsieur le président de la République, après avoir pris connaissance de la correspondance que votre chef de cabinet a adressée à la ministre en charge du commerce et de l'industrie, nous voudrions apporter quelques considérations et éclaircissements au dossier en rapport avec la cession des sites de l'OTB à un privé. Ces mots débutent une lettre de 3 pages que le personnel de l'OTB réuni au sein du syndicat Citraté a adressé au numéro 1 burundais en date du 28 novembre 2020. Dans cette correspondance, ces syndicalistes ont démontré au président Ndayishimiye que, en agissant ainsi, son chef de cabinet, de même que le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, ont condamné l'OTB à une fermeture certaine. Et pour cause, ils font savoir qu'il est impensable de croire que cette unique entreprise étatique va continuer de produire sans matière première, en l'occurrence les feuilles vertes. Le syndicat Citraté n'a pas non plus oublié de rappeler à l'État qu'il est lui aussi perdant compte tenu de tous les efforts fournis et de tout l'argent injecté dans cette culture, et ce,
ce depuis près de 70 ans. À titre illustratif, le syndicat signale les engrais chimiques octroyés gratuitement à la population, sans oublier les plus de 5 ans passés dans l'attente d'une récolte, une période équivalente au temps que prend normalement une plantation théicole pour être rentable, en plus d'une main-d'œuvre journalière d'au moins 3000 personnes. Révoltés par le fait que ce commerçant s'apprête à récolter ce qu'il n'a pas semé, les membres de ce syndicat ont demandé au président de la République de convoquer le ministre de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage afin qu'il s'explique sur la décision de passer outre le plan national de développement du gouvernement 2018-2027. Selon nos sources, lors d'une retraite gouvernementale irrelative, l'OTB avait déjà mis à la disposition de son ministère de tutelle l'inventaire des zones à potentialité théicole non exploitées, totalisant une superficie de plus de 7000 hectares. Ces zones sont situées dans les localités de Bukinanyana, Musigati, Rutongo, Yansoro, Matana, Songa, Rutovu, Kiganda et Bisoro. Pour clore cette correspondance, le Citraté a demandé au président de la République de faire en sorte, au cas où son gouvernement ne tiendrait pas compte de ce clin d'œil, qu'il soit préalablement négocié un plan social en vue de dédommager tout le personnel qui aura perdu leur emploi suite à certaines personnes qui, pour leurs intérêts inavoués, n'ont d'autre but que de spolier la chose publique. Affaire à suivre. Hausse exponentielle des prix de denrées alimentaires dans la ville de Gitega, une hausse surtout manifestée à l'approche des fêtes de fin d'année. La population lance un appel à l'autorité administrative de veiller à la régulation de ces prix. Nadège Irakodze nous fait le point. Les prix de denrées alimentaires de première nécessité, comme le haricot, le riz, les pommes de terre, etc., ont sensiblement grimpé. La cause est que la production a été médiocre durant cette saison culturelle, mais aussi l'approche des jours de fête de fin d'année exacerbe la situation. À titre illustratif, le haricot ordinaire coûte 1800 francs le kilo, alors qu'il coûtait 1600 francs récemment. Le haricot Dijon coûte 2200 francs au moment où il coûtait 1800 francs le kilo. Le riz varie entre 1700 et 2200 francs au lieu de 1300 et 1800 francs le kilo. Les pommes de terre varient entre 1200 et 1300 au lieu de 800 et 1000 francs le kilo. Le régime de bananes a passé de 5000 à 7 et 8000 francs. Un coq qui coûtait 5000 francs aujourd'hui coûte 10 000 et celui de 15 000 coûte entre 20 et 25 000. Cependant, les commerçants se lamentent de la carence de la clientèle. Au moment où le citoyen lambda déplore la pauvreté, les fonctionnaires de l'État, eux, disent attendre le salaire du mois de décembre. Tous ensemble demandent au gouvernement de veiller à la régulation des prix pour ainsi éviter la spéculation. Merci Nadège Irakodze. Me faisant dans ces enquêtes, le PAM trouve qu'avec la fin du mois d'octobre, les disponibilités sur le marché sont en baisse pour des denrées clés dans l'assiette du ménage d'un Burundais moyen. Un des facteurs qui, selon le programme alimentaire mondial, est à l'origine de la flambée des prix de ces denrées. Et cette situation est d'autant plus difficile que la tendance de la rémunération journalière de la main-d'œuvre ne peut même pas permettre à un ménage moyen de se procurer ne serait-ce qu'un kilogramme de haricots. Les détails avec Emmanuel Ndaïchimi. Selon le rapport du Programme alimentaire mondial PAM, le mois d'octobre coïncide avec la période de soudure marquée par une augmentation des prix des denrées alimentaires clés, surtout pour le haricot. Cette année, le rapport du PAM indique que le prix est de plus ou moins 1600 francs burundais par kilogramme de haricot. Pour cette organisation, c'est le niveau le plus élevé de l'année et des 5 dernières années. L'accessibilité et la disponibilité alimentaire sont non seulement compromises par l'épuisement des réserves dans les ménages, mais également par les faibles opportunités de revenus dans le contexte actuel de la COVID-19, précise ce rapport publié le 21 décembre dernier. L'enquête auprès des commerçants informateurs clés sur les 66 marchés régulièrement suivis donne une appréciation globale sur le niveau de disponibilité des différents denrées alimentaires, incluant les stocks dans les boutiques si le marché concerné, indique le PAM. Ainsi, à la fin du mois d'octobre, les disponibilités si le marché sont en baisse pour le haricot, le riz et le maïs. Il s'en est suivi
l'augmentation des prix des vivres qui touche particulièrement le haricot, le maïs et la patate douce, les denrées clés dans l'assiette du ménage burundais moyen. Les informateurs clés du PAM anticipent une détérioration de la sécurité alimentaire au cours des 2 prochains mois. Dans son rapport, le PAM constate que la tendance de la rémunération journalière de la main-d'œuvre semble statique depuis 2018 avec comme conséquence une tendance de la dépréciation des termes de l'échange entre la rémunération de la main-d'œuvre agricole et l'acquisition du haricot et du riz sur le marché. Depuis début 2018, déclare le programme alimentaire mondial, les termes de l'échange entre le haricot et le salaire journalier de la main-d'œuvre agricole atteignent leur plus bas niveau après celui d'avril 2020 avec l'équivalent de 1,5 kg de haricot pour une journée de travail sans repas. Page gouvernance pour clore ce magazine et le ministère du Commerce et du Transport met en garde les transporteurs qui hausseront les prix pendant les fêtes de fin d'année. Ils seront sévèrement sanctionnés selon le secrétaire permanent de ce ministère dans un point de presse tenu ce mercredi. Jérémy Vaniguaninzigo a donné à la population un numéro vert de la police auquel les clients appelleront pour dénoncer les récalcitrants. Suivez. Et comme vous le savez, vers la fin de l'année, il y a certains transporteurs qui abusent dans le transport des personnes, surtout en leur haussant les prix, le ticket de transport de Bujumbura vers l'intérieur du pays, ou bien de l'intérieur du pays vers d'autres lieux de province. Et nous avons voulu avertir ces transporteurs afin qu'ils puissent respecter comme il faut les tarifs des prix du transport. Toute personne qui ira en dehors de ces prix, il sera puni conformément à la loi. En plus de ça, nous avons voulu informer que suite à ces fêtes de fin d'année, qu'il n'est pas permis aussi de superposer les personnes. Il faut que les places soient respectées dans les bus. Il ne faudra pas que ces transporteurs mettent des personnes au plus par rapport aux places disponibles. Nous avons aussi demandé à la police de roulage pour que cette police puisse être vigilante lors de ces jours de fin d'année et surtout à nous aider à surveiller comme il faut ces personnes qui iront en dehors de cette réglementation. Et nous avons donné le numéro vert de la police de roulage qui est 413 et toute personne qui verra que ses droits seront bafoués, elle pourra nous appeler à ce numéro de police 413 pour que cette police puisse intervenir à temps. Et nous demandons aussi à la population d'être aussi de vrais patriotes en dénonçant tout chauffeur qui ira en dehors de tout ce que nous venons de vous annoncer. Jérémy Vaniguaninzigo, il est secrétaire permanent au ministère du Commerce et du Transport. Et c'est par ici, mes chers auditeurs et auditrices, que prend fin son magazine Rumura Burundi de ce mercredi 23 décembre 2020. Merci pour votre aimable écoute. Merci à MSTV Niungeko et Mileni Basumba pour la bonne collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Janvier Nilnahazwe. Passez de bons moments chez vous. C'était le magazine Rumura Burundi. Un magazine complet pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.